conférence non virtuelle de l'Écomusée pour cette année 2021. On est très heureux de vous accueillir. Aujourd'hui, nous vous proposons une conférence en partenariat avec le CAE qui aurait dû avoir lieu l'année dernière en lien avec l'exposition Paysage de vie, donc une exposition sur les paysages de la communauté urbaine. Et donc, pour approfondir le sujet de la rénovation urbaine et du dynamisme du territoire, nous accueillons aujourd'hui Virginie Juteau, qui est architecte, chargée d'études au Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Saône-et-Loire, donc le CAE 71. Celui-ci a pour mission de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public dans le domaine de l'architecture, du paysage et de l'environnement. À ce titre, il est ainsi l'un des acteurs du renouvellement urbain de la communauté urbaine. Et donc cette conférence est l'occasion de revenir sur plusieurs projets d'urbanisme qui participent à la redynamisation des villes et des villages de la communauté urbaine Creusot-Monceau. Et je laisse la parole à Virginie. Bon, très bien. J'avais prévu de présenter le CAE, donc du coup Elodie l'a fait, c'est parfait. Peut-être préciser que dans l'émission du CAE, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a non seulement la sensibilisation à tout le monde sur les domaines de l'AUE, donc A pour architecture, U pour urbanisme et E pour environnement. Ces missions, elles vont à la fois sur le conseil aux collectivités, mais également le conseil à toute personne qui a un projet de construction ou de rénovation particulier, et également des missions d'action en milieu scolaire. Voilà. Donc c'est vrai que là, cette année, en fait, on a tout concentré, les missions d'action en milieu scolaire sur le mois de juin. Donc on est en plein dedans, puisque ça a été sans arrêt reporté, un peu comme la conférence de ce soir. Donc comme le disait Elodie tout à l'heure, cette conférence était prévue initialement en lien avec l'exposition qui était à l'Écomusée jusqu'au mois de novembre, je crois, sur vie de paysage, paysage de vie, voyage sur le territoire, et qui apportait un regard sur l'évolution des paysages de la communauté urbaine depuis sa création. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu cette exposition. Elle était, moi j'ai trouvé super intéressante et très riche de plein de thématiques. Et donc, comme la conférence était en lien avec cette exposition, on va ce soir en fait repartir des constats qui ont pu être faits lors de la mise en place de cette exposition. Et puis, on va petit à petit avancer dans nos réflexions. Donc, ce soir, la conférence va se développer en fait en plusieurs temps. Le premier, ça va être un temps un petit peu du constat. Alors le constat, il s'appuie à la fois sur les éléments qui transparaissaient dans l'exposition Vie de paysage, paysage de vie, sur les évolutions en 50 ans sur notre territoire, et puis ces constats-là ont été croisés en fait avec un autre travail qui a été fait à l'échelle du département qui s'appelle l'Atlas des paysages, qui a été fait par la DDT, la Direction départementale des territoires, et qui définit aussi des grands constats à l'échelle du département et des enjeux et des dynamiques de territoire, suivant des aires paysagères, et la CCM fait partie d'une aire paysagère centrale dans le département. Donc après avoir fait ce constat-là, on essaiera de voir en fait quels sont les enjeux, en tout cas quelles sont les pistes de travail qu'on pourrait apporter face aux constats qu'on peut avoir sur notre territoire, mais qui croisent vraiment les constats qu'on peut faire à une échelle plus importante, le département, voire même le pays. On finira en fait la conférence en reprenant les grandes thématiques et en voyant des projets sur le territoire de la CCN
qui se sont développées ces dernières années ou qui sont en cours et qui s'appuient en fait sur les pistes de travail qu'on aura abordées avant. Si à un moment donné je vous perds, vous n'hésitez pas. Le but, c'est pas uniquement que je fasse un monologue, hein, c'est bien qu'on ait des discussions. Et on n'est pas obligé de les avoir toutes après la conférence, on peut aussi en avoir au fur et à mesure. Les projets qu'on proposera, et puis les pistes de travail aussi d'ailleurs, sont bien sûr pas des pistes, pas des projets exhaustifs. La liste, elle n'est pas exhaustive. Sur le territoire de la CCM, il y a vraiment beaucoup de projets qui se développent. Déjà, au CAUE, on n'est pas forcément au courant de tous les projets, mais là, ils nous serviront simplement à illustrer des points de vue, des pistes de travail, des pistes de réflexion qu'on pourra avoir avec les uns et les autres, peut-être dans vos collectivités respectives, puisque j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'élus, ou lors d'autres temps de travail. Vous verrez que les projets sur lesquels on va s'appuyer s'attacheront à la fois à décrypter des échelles variées, c'est-à-dire que ça peut aller du micro-projet à un projet plus large d'urbanisme, différentes temporalités bien sûr, puisque suivant aussi l'importance des projets, ils vont se développer plus ou moins rapidement, plus ou moins lentement. Et on s'attachera bien sûr à regarder qu'est-ce qui va rendre plus attractif le territoire, quelle identité ça va affirmer ou pas, quelles actions et quelles dynamiques ça peut influer sur le territoire. Donc on va avoir aussi bien des projets un peu importants que des micro-projets, mais ce n'est pas parce qu'ils sont micros qu'ils sont moins importants pour le territoire. Donc on va commencer sur les constats. Donc parmi les grands constats, en 50 ans bien sûr, il y a eu l'implantation de grandes infrastructures nationales qui ont traversé et morcelé notre territoire, avec notamment l'implantation du TGV et puis la RCEA. Donc ça, c'est à la fois une force pour notre territoire, parce que ça permet des liaisons avec l'ensemble du territoire national. Ça permet aussi potentiellement d'inscrire la CUCM dans des stratégies territoriales plus larges au niveau national. Mais par contre, ça, vous verrez, à chaque fois on a un avantage, on a un inconvénient. Ça a quand même un impact visuel très fort sur quand même pas mal de lieux de notre territoire, surtout qu'on a un territoire vallonné. Donc on a très rapidement visibilité ou des conséquences aussi au niveau du son, pour notamment le TGV, de ces grandes infrastructures. L'autre élément, c'est que c'est des infrastructures qui vont aussi morceler notre territoire et créer vraiment des ruptures dans une continuité écologique qui préexistait. Ça, c'est le premier constat vraiment à l'échelle. Donc, c'est une force, mais c'est aussi un impact fort sur nos paysages. Là, je vais prendre ma petite souris, vous la voyez ? Donc, un des autres grands constats, c'est la manière dont le bâti s'est développé. Donc là, vous avez une image de Monceau, mais on peut le faire. En fait, j'ai sorti des comparatifs entre 1954 et 2018 sur toutes les communes du territoire. C'est des choses que, si vous voulez, on pourra regarder après en off. Vous avez tous les mêmes problématiques. En tout cas, toutes les collectivités du territoire ont strictement les mêmes problématiques, que ce soit des toutes petites communes ou des très grosses communes. Donc à Monceau, on combine, on va dire, plusieurs évolutions, mais sur les extensions urbaines, on voit bien que le cœur de ville s'est beaucoup densifié et qu'on a eu quand même des extensions qui ont tendance à regrouper
des entités bâties qui existaient. C'est-à-dire que par exemple, si vous regardez ici, on avait Blanzy, on avait quand même une coupure qui était plutôt agricole. On avait quelques petites maisons, mais c'était vraiment du ponctuel. Ensuite, on avait le quartier du Bois-Rouleau et vraiment le centre-ville. Aujourd'hui, entre le centre-ville et Blanzy, si vous regardez bien, c'est complètement bâti. Donc, ce phénomène-là, on va l'observer sur quasiment toutes les communes du territoire. Ce qui a une incidence notamment sur les continuités écologiques pour maintenir la biodiversité, on le verra après, mais va avoir aussi une incidence sur l'artificialisation des sols. On le verra aussi après. À ce phénomène d'extension de l'habitat, on a aussi un phénomène de création de zones sur des tènements fonciers qu'on voit ici qui étaient relativement vierges, de zones commerciales ou industrielles avec du bâti qui n'est pas du tout à la même échelle que le bâti de l'habitat et qui offre de grandes surfaces, vous le voyez très bien ici, de parking un petit peu partout. Donc ça aussi, ça participe à des problèmes de gestion de l'eau et à l'artificialisation des sols. Bon, on voit évidemment la création de la RCEA qu'on n'avait pas du tout ici. Et puis, on voit aussi, donc on va le voir aussi après, la création, je vous montre tout sur cette carte-là parce qu'elle est très parlante, en fait, elle va regrouper tout ce que je vais vous dire après. La création de ces étangs ou lacs qui ont émergé, en fait, suite à l'arrêt d'activités industrielles ou minières. Et notre territoire, la CUCM, est vraiment marqué aussi par ces grandes étendues d'eau. Voilà pour vraiment les extensions urbaines. Bon, cette carte-là est assez parlante, mais j'ai fait l'exercice aussi, par exemple, sur Charmois, où on a aussi des extensions qui viennent au milieu de la campagne sur des terres qui étaient anciennement agricoles. On a aussi, on est sur un territoire post-industriel, donc on a aussi de grandes surfaces de déprises commerciales, industrielles. Là, c'est une photo qui a été prise à Torcy, mais j'aurais pu en prendre ailleurs. Hein. C'est-à-dire que ces grands ensembles de... Alors, elle n'est pas d'actualité, elle est de l'année dernière, parce que les tours existaient encore. Mais c'est surtout par rapport à cet ensemble-là. Ces boîtes commerciales, en fait, on est dans une phase maintenant où certains commerces se sont arrêtés et en fait les nouveaux qui arrivent, la plupart du temps, la boîte ne correspond pas forcément à leur utilité, enfin à leur nouvel usage. Donc la plupart du temps, ils sont obligés de démonter pour remonter les surfaces comme ils en ont besoin. Donc on se retrouve... c'est un bâti aussi qui n'est pas un bâti forcément très pérenne. Donc, quelquefois, même au niveau structurel, voire sécuritaire, il vaut mieux démonter et remonter que de conserver la structure qui était en place. Donc, on se retrouve en fait avec des zones importantes de surface qui sont inoccupées. Quelquefois aussi, ils préfèrent aller prendre le terrain qui est à côté, qui est complètement vierge, parce qu'ils n'ont au moins pas le démontage et la démolition à faire. Donc on se retrouve avec des boîtes qui ne sont absolument pas occupées, qui du coup sont des errances et nécessitent des projets souvent à l'échelle de la collectivité pour reprendre ces fonciers-là, ces surfaces-là, parce que sinon c'est des surfaces à l'abandon en fait. On a aussi donc des grandes déprises industrielles avec des bâtiments industriels qui sont inoccupés suite à l'arrêt de certaines activités. Donc des surfaces aussi importantes, mais on verra avec pour le coup une architecture qui est un peu plus pérenne.
parce qu'elle avait été bâtie pour durer, bon, sauf exception, on va dire. L'exception, je pense notamment au lavoir des Chavannes, qui est plus difficilement réutilisable. Et puis on a la particularité de certains territoires aussi, où on a des zones bâties qui ont disparu, comme à Sanville ou comme à Monceau, qui font suite en fait à des problèmes de souterrain, un habitat qu'on est obligé, ou un habitat qui n'était pas forcément qualitatif, qu'on est obligé de démolir. Donc des quartiers entiers qui disparaissent, mais en fait on conserve quand même dessous une trame d'infrastructure, des rues qui sont recouvertes par la végétation, mais n'empêche que dessous on a toujours les rues, donc avec quand même des difficultés pour potentiellement retransformer ces lieux-là, voire des sols ou des sous-sols pollués. Comme on peut l'avoir à Monceau, dans le quartier des équipages, on a des sols qui sont pollués et qui sont difficilement réutilisables, à moins d'y mettre effectivement des précautions particulières avant de bâtir. Après, si vous voulez qu'on rediscute de certaines choses que j'ai dit au fil de la conf, vous n'hésitez pas, hein, ou si vous voulez poser les questions en direct, c'est pareil, n'hésitez pas. Donc on a un territoire qui est fortement marqué par des grandes surfaces d'eau, ce qui nous permet aussi de voir que ces surfaces d'eau, elles ont quand même une tendance globalement à baisser, avec la création des étangs et des lacs suite à l'arrêt de certaines activités, comme on peut l'avoir à Monceau, à Sanville. Donc à Monceau, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais à Sanville, on a tout ce qui était les anciennes découvertes aussi, avec les Foutiaux, Saint-Amédée. Et on a des surfaces aussi de réserve d'eau potable ou pour les industries, ou pour le canal. Et donc du coup, ce maillage d'étangs et de lacs, à chaque fois qu'on est sur un point haut, en fait, de la communauté urbaine, quasiment, on voit des surfaces de miroirs, à droite, à gauche. Ça jalonne en tout cas notre territoire, et quasi du nord au sud. On a quand même un paysage rural champêtre qui est vraiment façonné par l'agriculture, et notamment par l'élevage. Je ne vous ai pas mis les vaches, elles n'étaient pas là à ce moment-là, mais elles auraient pu être là, hein. Donc ça, c'est vraiment une identité forte de notre territoire. Avec un bocage très présent, mais on voit quand même, notamment au premier plan, j'avais d'autres photos en fait, où le bocage était un petit peu plus dense, on va dire, parce qu'en fait, suivant les lieux, on a quand même cette trame bocagère, ces haies là, qui rythment le paysage, qui l'animent, qui ont une tendance quand même à régresser globalement. Alors, il y a eu une conférence de Patrice Nottingham, c'était en novembre, en octobre. Donc, il a fait une conférence complète qui doit être en ligne. Non, qui n'est pas encore. Qui sera bientôt en ligne. Peut-être bientôt en ligne. Et donc, le spécialiste, c'est lui. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur la haie bocagère et sur la régression de ce bocage. Mais c'est quelque chose quand même qu'on observe de manière générale, qui vient de plein de choses. Hein. À la fois, il va régresser du fait des extensions urbaines parce qu'on prend la place, et quand on vient bâtir une maison, on ne va pas forcément conserver, enfin, on pourrait, mais ce n'est pas forcément dans les réflexes actuels de conserver la haie qui entoure le pré dans lequel on va se poser. Il y a le fait aussi d'entretien des fois un peu radicaux. Alors pas partout, hein, on peut avoir un entretien un petit peu plus respectueux du végétal qui du coup va prospérer, mais du coup certaines haies vont s'effilocher, voire disparaître. Et à ces haies sont aussi adjoints cette ponctuation dans le paysage de plein de petits arbres, petits ou grands d'ailleurs, on en a des très beaux et des très grands sur le territoire. Et ça, c'est vraiment aussi une caractéristique propre du bocage.
à la fois d'avoir une trame très linéaire et d'avoir ponctuellement des éléments un petit peu rebondis qui animent notre territoire. Sur l'habitat, on va avoir deux grands types d'habitat. J'ai vraiment catégorisé, hein, il y en a plein d'autres. Mais on va avoir à la fois l'habitat rural qui était fait de ces fermes. Alors celle-ci, c'est un exemple, hein, on en a plein. Des fermes qui sont organisées autour d'une cour où on trouve à la fois le logis mais aussi les bâtiments d'exploitation. Tous à des échelles à peu près similaires et on voit, suite à des évolutions sur les manières de produire, les manières d'élever les bêtes, de plus en plus des bâtiments beaucoup plus prégnants dans le paysage. Alors pas tous, hein, on voit que par exemple ici finalement celui-ci se glisse au milieu des autres, et celui-ci par contre est tout de suite d'une ampleur un petit peu plus grande et va moins facilement être compris comme une entité au même titre que les deux qui sont devant par rapport à la ferme ancienne qu'on voit bien avec ses toits rouges derrière. Cette photo-là montre aussi le bâti ancien qu'on voit niché derrière, là, qui devait être autour d'une cour en U comme ça, et puis les bâtiments qui viennent s'implanter en fait à l'extérieur de cet enclos-là, qui viennent même pas le border, voire nier aussi cette trame. On a des bâtiments très perpendiculaires en fait, des faîtages, le faîtage c'est le haut du toit, qui vont vraiment rythmer le paysage par des lignes perpendiculaires. Et c'est vrai que les bâtiments nouvellement implantés ne vont pas forcément respecter cette trame-là et apporter un petit peu de désordre dans la lecture globale du paysage. Alors bien sûr, hein, à chaque fois, ces bâtiments-là, ils ont tous la même raison d'être, c'est déjà d'être fonctionnels et d'être adaptés à l'usage pour lequel ils sont construits. Donc l'usage a évolué, donc la réponse architecturale a évolué, mais il y a aussi d'autres possibilités de faire. C'est-à-dire que quand on a des personnes qui ont la volonté vraiment de s'adapter à leur territoire, on peut avoir des bâtiments qui vont un peu mieux respecter les échelles, voire présenter des décalages, etc. Le CAUE avait fait il y a quelques années un petit guide au niveau départemental avec la DDT, la Chambre d'agriculture, etc. sur la construction des bâtiments d'exploitation agricole. Donc ça, c'est un document qui est à la disposition de tout le monde. Et ça avait été fait avec vraiment un comité à la fois d'éleveurs, de viticulteurs, les chambres, voilà. Et puis on a un habitat urbain qui est fait de petites maisons, plus ou moins petites d'ailleurs. On en a des très grosses où il y avait plusieurs familles. On a généralement des volumes relativement simples, des mots des natures, des décorations qui sont aussi assez sobres, mais souvent présentes, qui vont ponctuer à la fois les étages, voire apporter un peu d'animation sur un pignon, etc. Et aujourd'hui, une des grandes... ils étaient souvent aussi entourés de jardins vivriers, donc avec... devant une courette d'accueil et puis derrière plus ce qui était potager, verger, etc. Souvent bâtis avec des éléments qu'on trouvait là, hein, en creusant un peu. Donc des coloris assez similaires, voilà. Et donc aujourd'hui on a une grande campagne d'isolation. Donc au CAU on le sait, d'autant plus qu'on a intégré les conseillers info-énergie, donc on voit bien, hein, on a tous les jours 40 000 appels. Alors certes, on doit isoler nos bâtiments aujourd'hui pour limiter nos consommations énergétiques, mais à quel prix? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien sur cette photo-là qu'on gomme tout ce qui fait finalement les caractéristiques de ce bâti-là. On va complètement impacter la maison.
Donc, et on va perdre en fait à la fois des échelles, on va perdre, là on ne le voit pas forcément, mais on va perdre le soubassement, on va perdre les éléments de décoration, même s'ils sont minimes, ils animent la façade. Et on va surtout aussi incorporer des matériaux industriels avec des coloris nouveaux. Alors, je ne suis pas contre la nouveauté, au contraire, hein, je pense qu'il faut innover, mais qui vont apporter, en fait, qui vont perturber la lecture générale de ce bâti-là. Si on construit un bâtiment neuf et qu'on apporte un nouveau vocabulaire architectural, pourquoi pas? On peut aussi le faire dans le bâti ancien, mais en respectant le déjà là. Et voilà, je trouve qu'ici, on voit bien qu'on gomme complètement les caractéristiques architecturales de la maison qui existait, puisque c'était la même qu'à côté. Et sur les jardins aussi, on a une grande évolution, c'est-à-dire que de plus en plus, on a de très grandes terrasses qui viennent s'implanter, au mieux en sablé ou en autobloquant, et au pire en enrobé. Je dis au pire parce qu'en fait, vous avez compris que c'est comme les surfaces de stationnement, c'est de l'imperméabilisation des sols. Cette imperméabilisation des sols, on verra après ce que ça induit, mais vous avez dû le vivre lundi soir, tous, avec les gros orages qu'on a eus. Ce qui est bien, c'est que finalement, j'ai un exemple tout frais. Et souvent, du coup, les potagers aussi disparaissent. Alors, tout le monde n'a pas la capacité à faire son potager, hein, mais c'est pas le potager qui est en jeu, c'est vraiment la surface perméable à l'eau et l'infiltration de l'eau à la parcelle. L'eau, maintenant, quand elle tombe, on est obligé de l'évacuer dans un réseau commun qui est très vite engorgé et que la collectivité doit gérer. On coupe aussi beaucoup les arbres des vergers, même si on n'en avait qu'un ou deux, induisant un double phénomène. À la fois le phénomène doter la possibilité à la biodiversité d'avoir des zones, ce qu'on appelle des corridors écologiques, c'est-à-dire des zones continues à la faune de circuler. Et puis, on va aussi enlever, en enlevant ces arbres, des points d'ombrage. Et en plein été, quand on a la canicule, ben on se plaint qu'il fait trop chaud. Parce que toute cette trame qui avait une tendance à absorber la chaleur, à apporter de l'ombre et à limiter justement la réverbération sur le sol, a complètement disparu au bénéfice de surfaces qui vont capter ce soleil-là et le renvoyer, le restituer généreusement jusqu'à des heures pas possibles. Voilà. Donc ça, c'était les constats. C'est pas des choses inventées, hein, vous avez vu, c'est que des photos d'ici. Hein. Enfin d'ici, pas de Sanvignes, hein, mais de la CUCM. Certains urbanistes, enfin certains, la plupart d'ailleurs, comparent en fait notre fonctionnement urbain à celui de la faune et de la flore. Je vous ai mis une image de ruche parce que ça explique bien notre relation avec notre territoire. C'est-à-dire qu'à la fois, on puise nos ressources du territoire, nos ressources, toutes les ressources dont on a besoin pour vivre, mais également, par nos actions, on va le transformer, le modifier. C'est pour ça qu'on parle de territoire support, c'est-à-dire qu'on s'en sert de support pour pouvoir vivre, et territoire conséquence, puisqu'il subit nos actions. Alors subit, ça peut être positif, mais ça peut être négatif aussi. C'est pour ça qu'on parle de relations symbiotiques, parce qu'on est en symbiose avec notre territoire. Donc le but, quand même, pour notre avenir à tous, c'est de ménager quand même ce territoire, pour pouvoir continuer à vivre dessus et qu'il continue à nous servir de support.
Sinon, quand il sera totalement stérile, on ne pourra plus rien en tirer. C'est pas pour demain, hein. Le but, c'est pas de faire du catastrophisme non plus. Mais vous avez vu à travers ces quelques images qu'on prend quand même un chemin dangereux. Donc, pour pouvoir continuer ces échanges de bons procédés, il va falloir imaginer une manière de faire, des manières de faire, pour éviter d'épuiser notre territoire et pouvoir le ménager et continuer à en profiter comme on en profite aujourd'hui. Donc, parmi les pistes de travail, il y a notamment ce qu'on appelle la frugalité. Frugalité urbaine, frugalité architecturale et paysagère. Ça veut dire quoi? Vous avez peut-être une idée? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Personne. Et la frugalité, ça évoque quoi pour vous? Le juste et nécessaire. Alors l'idée de la frugalité, c'est effectivement de faire mieux avec moins. Donc effectivement de faire avec ce dont on a besoin strictement, pas forcément de continuer à gaspiller, à se gorger. En tout cas, essayez vraiment de moins épuiser notre territoire, de limiter nos consommations de ressources. Quand je dis ressources, c'est pas que le chauffage, l'électricité, etc. Hein, c'est toutes les ressources vraiment de notre territoire, enfin de notre terre même. Le but, c'est pas de se priver, c'est vraiment pas le synonyme de la frugalité, mais bien de prendre en compte dans nos manières d'agir de la rareté de ces ressources. C'est juste ça. Et donc, en prenant en compte cette rareté, on va essayer d'en faire une force et l'opportunité de réfléchir à de nouvelles manières de faire et d'arriver à faire aussi bien que ce qu'on fait aujourd'hui, mais avec moins, voire mieux, toujours avec moins. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, la frugalité, que les choses soient claires, hein, c'est un mouvement qui est national. Il y a un manifeste qui a été rédigé qui s'appelle le Manifeste pour une frugalité heureuse et créative, si ça vous dit d'aller voir ce que c'est, mais on va en parler un petit peu après, qui a été signé aujourd'hui par plus de 12 000 personnes, donc c'est pas non plus un truc complètement anodin. Aussi bien des élus que des aménageurs, architectes, particuliers, des gens, voilà, juste qui se préoccupent de la manière dont on gère nos territoires aujourd'hui et qui souhaitent s'inscrire dans une nouvelle manière de faire. Alors, j'ai pas regardé, je savais pas qui viendrait, j'ai pas regardé qui était inscrit sur ce manifeste. Moi, je le suis. Donc cette frugalité, elle va s'appuyer sur différentes choses. Elle va s'appuyer sur les ressources locales. Elle va s'appuyer sur la sobriété. On utilise des ressources, mais avec sobriété. Et sur la confiance, la participation de tous ceux qui le souhaitent. On ne va pas forcer les gens, mais tous ceux qui le souhaitent. Et notamment la participation citoyenne. Le but, c'est vraiment de réancrer en fait les projets dans leur contexte, d'essayer d'adapter en fait au mieux nos projets, nos manières de penser au contexte dans lequel on va s'inscrire. Donc quand je parle de contexte, je parle à la fois de lieu, mais je parle aussi des ressources qu'on va trouver facilement à proximité. Et notamment, on va essayer de travailler sur, notamment en architecture, sur les ressources locales, les filières qui sont déjà existantes, voire créer ces filières. Donc, quand je parle de filières, c'est par exemple filière de construction en bois, filière de construction en pierre, filière de construction en terre. Ça, c'est un ensemble de matériaux qu'on peut trouver sur notre territoire avec des filières relativement locales.
Hein, on a fait, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, un séminaire dans le Morvan sur ces filières-là. La paille aussi, je ne vais pas parler de la paille, mais c'est une filière qui, ici, est relativement présente et fonctionne plutôt bien. Donc quand je parle de filière, c'est bien pas uniquement se dire je vais bâtir en bois avec du bois local, parce que si on n'a pas de bois local déjà suffisamment certifié, si on n'a pas de scierie, si on n'a pas de charpentier, si on n'a pas de... En tout cas, si on n'a pas l'ensemble des acteurs de la chaîne, s'il y a un chaînon manquant, la filière, en fait, elle ne fonctionne pas. Donc c'est vrai qu'en Saône-et-Loire, on a pas mal de chance, parce qu'on a des filières qui sont plutôt bien bâties, bien construites, et qui, même si elles ne sont pas de Saône-et-Loire, elles sont vraiment dans un périmètre relativement restreint. Et à cette réflexion sur les ressources locales, on va aussi adjoindre une autre notion, qui est la filière du réemploi. Alors réemploi à la fois de la ville, c'est-à-dire refaire la ville sur la ville, refaire ou continuer la ville sur la ville, on va le voir un petit peu après, mais aussi réemploi en architecture. Donc c'est vrai qu'on a aussi sur l'ensemble du territoire de la CUCM beaucoup de bâtiments qui ont des emprises relativement importantes et qui en fait pourraient être rénovés. Donc là je vous ai mis l'exemple des ateliers du jour parce que je trouve qu'il illustre assez bien cette idée-là. À la fois de réutiliser du bâti qui n'était pas fait pour l'usage auquel on le destinait, puisque c'était des halles industrielles qu'on a transformées en un lieu culturel multipôle, on va dire. Sauf qu'il n'était pas totalement adapté, donc on vient ici adapter un bâtiment qui va se glisser entre les deux. Donc c'est vraiment l'idée de dire on va essayer d'adapter ce bâtiment au nouvel usage. Après, sur la forme architecturale, on aime, on n'aime pas, mais l'idée générale est celle de réemployer des bâtiments qui existent. Et le réemploi peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du 1er juillet d'ailleurs, donc dans 15 jours, tout bâtiment qui nécessitera une rénovation devra au préalable faire un diagnostic ressources. Ce diagnostic ressources, le but c'est de voir ce qui ne va plus être nécessaire au futur bâtiment, de quelle manière on peut le démonter plutôt que le démolir, et de quelle manière on va pouvoir le valoriser derrière. Je vous donne un exemple. Je sais pas, moi j'ai je l'ai pas en tête, mon exemple. J'ai un bâtiment avec par exemple un ancien hôpital, avec plein de petits box, voilà, des chambres, plein de portes, des surfaces vitrées, voilà. Je veux le transformer en crèche, donc en une grande salle commune avec des espaces de restauration. Donc on va complètement modifier les espaces. On passe de microcellules à un espace beaucoup plus grand. Donc il y a un moment donné, il va falloir enlever des cloisons, il va falloir enlever des portes, il va falloir enlever des fenêtres. D'autant que les fenêtres extérieures, aujourd'hui, elles sont plus aux normes. Donc on va les enlever, puis on va, à un moment donné, en mettre des plus performantes. Tout cet ensemble qu'on a enlevé, on va essayer d'imaginer la manière dont il va pouvoir être réutilisé, soit sur le chantier, soit revalorisé à travers notamment ce qu'on appelle les ressourceries ou autres. Voilà. Le but étant de limiter nos productions à tout va. Par exemple, les fenêtres extérieures qui n'étaient plus du tout étanches d'un point de vue thermique et qui ont nécessité d'être déposées pour remettre des fenêtres performantes à l'extérieur, on refait l'enveloppe, on la fait bien étanche à l'air, etc. On peut, par exemple, les remettre en place à l'intérieur pour avoir entre un couloir et une salle
motricité, de mobilité, une certaine visibilité d'un espace à l'autre. Voilà. Donc ce diagnostic-là, il va être vraiment, on va dire, tracé, c'est-à-dire que la fenêtre, on va voir si elle peut répondre, à quels usages elle peut répondre, des usages intérieurs, si elle est encore étanche par rapport à l'extérieur, mais si elle est enlevée, probablement que non. Si elle respecte bien aussi les normes en matière de sécurité, en matière de peinture, voilà. On va regarder tous ces éléments-là pour voir de quelle manière ça va pouvoir être réutilisé ici ou ailleurs. Est-ce que tout ça est bien clair? Voilà. Donc ça, c'est vraiment des orientations auxquelles nous, on tient au niveau du CAE, mais qui sont des orientations aussi plus larges au niveau national. Ce diagnostic ressources, notamment, il est issu, il a émergé parce qu'on s'est aperçu que le bâtiment est vraiment très très énergivore. Il est responsable de plus de 40% des consommations d'énergie en France. Et donc du coup, quand on rénove, donc la rénovation c'est un des grands axes, c'est-à-dire éviter de continuer à produire, donc rénover, sauf que quand on rénove, forcément on fait du déchet. Donc ces déchets-là, de quelle manière on peut éviter d'en faire des réels déchets à traiter? On va essayer de les valoriser. Voilà. Ils ont déjà nécessité beaucoup d'énergie pour être produits. Ils vont en nécessiter pour être démontés. Donc autant les valoriser derrière. Donc je vous ai parlé de la frugalité d'un point de vue urbain, d'un point de vue architectural avec le réemploi, etc. D'un point de vue paysager, si on limite nos extensions urbaines, on va ménager notre paysage. Et on va essayer aussi d'infléchir, je sais pas comment, d'infléchir un petit peu nos manières, nos réflexes, nos manières de faire habituelles, pour pouvoir vraiment répondre au mieux aux enjeux qui sont vraiment de sobriété, pour éviter de continuer à gaspiller. Donc les grands engagements, les grandes orientations de cette frugalité, c'est bien sûr privilégier, c'est une synthèse de tout ce que je viens de vous raconter, privilégier la réhabilitation de l'existant avant d'engager une construction neuve, prioriser l'occupation des friches et des interstices non bâtis, parce que les friches, c'est des grandes surfaces bâties ou non bâties, avant de continuer à s'étaler. Et puis pratiquer un audit global, parce que souvent on pense vraiment au bâtiment, mais pas forcément à l'ensemble du territoire. Et cet audit, il va permettre notamment de voir dans l'emprise déjà bâtie et prise sur les terres agricoles, quels sont tous les interstices qui potentiellement peuvent être support de nouveaux projets, qui sont déjà en fait artificialisés. Et en fonction de ces interstices, on va leur définir un objectif, soit d'être bâti pour densifier, soit d'être renaturé pour réapporter, suivant où ils sont placés, suivant la trame écologique qui existe, on va pouvoir peut-être renaturer certains lieux pour retisser cette trame, pour favoriser la biodiversité. Et puis on va essayer de mutualiser les équipements et les services, parce qu'on se rend quand même bien compte aussi que en ayant continué à s'étendre, notre mode de mobilité aujourd'hui favori, c'est quand même la voiture. Et donc cette voiture-là, si on veut éviter de faire 100 mètres, s'arrêter pour aller à la boulangerie, 100 mètres, s'arrêter pour aller à la boucherie, 100 mètres pour aller au petit supermarché parce qu'il n'y avait pas le truc machin dans la boutique où je suis passée,
Si on veut éviter de multiplier ces mobilités-là, on va essayer de retrouver des mutualisations d'équipements, de services, mais de commerce aussi, hein, pour que quand on fait un déplacement, ensuite, on change de mobilité. On évite de reprendre la bagnole pour aller à la boutique d'après. Tout va bien? Moi aussi. Un autre enjeu, au-delà de la frugalité et de la sobriété, c'est de réapprendre à cohabiter. Quand je parle de cohabitation, c'est cohabitation avec la biodiversité, avec les animaux, donc essayer de leur permettre de continuer à vivre en ayant des continuités de leur milieu d'habitat, mais cohabitation aussi avec notre propre espèce. Quand on observe aujourd'hui la manière dont on bâtit l'habitat, on ne cohabite plus. Chacun est derrière son écran, que ce soit un écran virtuel ou un écran végétal ou un écran minéral. En tout cas, chacun est dans sa bulle. Et très loin des autres. C'est pas ce que j'appelle une cohabitation. Donc, réapprendre la cohabitation avec nos semblables fait partie des éléments importants pour pouvoir continuer à habiter en impactant, on va dire, le moins possible, enfin pas forcément le moins possible, mais en ne continuant pas à gaspiller, en tout cas, la cohabitation sera vraiment un des enjeux à venir. Donc on va voir la manière dont on va pouvoir favoriser cette cohabitation, ce partage, que ce soit avec nos semblables ou que ce soit avec les autres espèces, pour préserver les milieux de chacun. Donc une des pistes, ça va être de densifier les bourgs, densifier les villes, pour optimiser en fait l'utilisation du foncier. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, en faisant une analyse des espaces qui sont déjà bâtis et déjà artificialisés. On va s'apercevoir qu'il y a encore plein d'espaces entre ces lieux bâtis. Que ce soit des dents creuses, une dent creuse, vous voyez bien ce que ça veut dire, hein, vous enlevez une dent puis vous verrez dans le tissu urbain, c'est la même chose. C'est un espace qui est entre deux bâtiments, ce qui peut être issu de bâtiments démolis ou d'un jardin qui n'existe plus. Ça peut être aussi des friches, donc friches industrielles, friches commerciales, friches, mais ça peut être aussi un espace qui appartenait à quelqu'un et qui n'est aujourd'hui plus entretenu, plus attribué, plus... En tout cas, ça peut être aussi du bâti ancien qui est vacant, qui n'est plus habité. Ça, dans les bourgs, on en a quand même pas mal. Et donc ça, c'est aussi une des pistes, travailler sur la réhabilitation de ce bâti-là. Donc là, je vous ai mis deux exemples, hein, mais il y en a plein d'autres. Alors, le but, c'est pas de dire on va bâtir tous les espaces vides. Hein, il va falloir quand même qu'on préserve des espaces de respiration, des espaces aussi de circulation. Hein. Mais c'est quand même de se dire qu'on va se densifier un petit peu. Ça peut être aussi bâtir sur... aujourd'hui, on a tous des parcelles qui sont assez énormes. Et donc, ça peut être aussi construire dans l'arrière-cour. Il y a un programme sur la CUCM qui est le programme BIMBI et qui permet justement d'étudier la possibilité de construire dans son jardin. Je vous le fais court, hein, mais l'esprit, c'est quand même ça. Et construire dans son jardin, ça veut dire aussi densifier.
Ça peut être aussi un ancien corps de ferme, qu'il soit à proximité du bourg ou à l'extérieur du bourg, qui va accueillir une, deux familles potentiellement, ou une famille plus un gîte, donc ça va développer aussi l'activité touristique, ou une famille et puis des lieux, d'espaces communs, ou des lieux comme ici. De nouvelles activités, de nouveaux usages qui sont devenus le bien commun des habitants de la commune, de la collectivité. Et donc par ce réemploi, par cette densification, on va participer à cet objectif à la fois de cohabitation, mais aussi de densification et d'éviter de gaspiller notre territoire. On va perdre un peu toute la partie végétale, puisqu'en fait on va bitumer, reconstruire. Justement, pas forcément. Si par exemple, alors ça dépend où, hein. Si effectivement on construit dans le jardin, ça peut être une des questions qu'on se pose effectivement. Si le jardin a continué à être un jardin ou au moins une pelouse, mais on a aussi plein d'endroits où en fait le jardin soit est en déshérence, voire a été à un moment donné bitumé en partie, pour ne pas avoir à entretenir, parce qu'on a quand même des surfaces très très grandes, donc des gens qui aussi ne peuvent pas toujours tout entretenir. Ils ont été très optimistes au début, et en tout cas, il vaut mieux perdre un petit peu dans les zones qui sont déjà bâties, que de continuer à grignoter et avoir des tentacules qui partent dans tous les sens sur les terres vraiment agricoles. J'ai bien dit, on ne va pas utiliser tous les espaces vacants. Le but, c'est justement, en regardant de manière globale un territoire, de conserver, de préserver, voire de renforcer ces continuités écologiques quand même, pour la biodiversité. Donc effectivement, si à l'arrière-cour, le jardin il est primordial pour maintenir, je ne sais pas moi, soit une haie, soit des arbres, soit avec le jardin d'à côté. On le voit bien dans les petites maisons qu'on peut avoir même en ville. On a souvent des maisons en front de rue et puis on a les jardins qui sont les uns contre les autres. Donc effectivement, si on met des maisons de partout là, on va perdre un peu de cette continuité écologique. Donc le but, c'est quand même aussi de regarder ça. C'est de faire attention de densifier, mais tout en préservant quand même cette continuité. Donc une des autres pistes, c'est aussi de travailler sur l'espace public. Aujourd'hui, on a beaucoup de rues qui sont essentiellement des tuyaux de circulation. C'est pareil, hein, c'est une image, mais c'est ça. Et en fait, la rue, c'est l'espace de la voiture. Donc si on est piéton ou vélo, on n'a pas notre place en fait. En tout cas, on a notre place, mais on ne se sent pas à notre place. Et donc, un des points qui va aussi favoriser le développement des mobilités actives, que ce soit à pied ou à vélo, ça va être aussi de permettre que cette rue ne soit plus uniquement un tuyau à voiture. Plus uniquement un espace de circulation, mais que ça puisse redevenir un espace partagé. Et voir sur des rues, par exemple de centre-bourg, des vrais espaces de convivialité. À ça, on va pouvoir aussi adjoindre potentiellement des réflexions sur la gestion des eaux. Alors là, je vous ai mis un peu la rue, enfin, c'est l'image vraiment de la rue bitume. Hein. Elle n'est plus comme ça aujourd'hui, je vous montrerai des photos après. Mais là, on voit bien qu'on a une emprise de la voiture énorme. Alors, c'est expliqué, hein, il y avait des usages avec des convois exceptionnels qui passaient là, donc on avait besoin de ces largeurs. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Donc, il faut réfléchir à la manière dont on va retravailler ces espaces-là pour que ça devienne des espaces
partager des espaces conviviaux et que ce ne soit plus uniquement des espaces de circulation. La rue, c'est à la fois un espace de circulation, mais c'est aussi un espace de rencontre pour les riverains. Et donc, je vous disais juste avant, une des pistes, c'est de redonner la place, enfin en tout cas que chacun se sente à sa place. Quand on parle de partage modal de la voie, c'est vraiment sur les modes de déplacement. C'est favoriser la cohabitation entre les différentes mobilités possibles. Donc là, je vous ai mis différentes images qui ne sont pas sur la CUCM, parce que j'en ai pas trouvé. Il y en a, mais je vous ai dit, hein, je ne les connais pas toutes. Voilà, donc j'ai pris d'autres images. Alors on voit que c'est quelque chose qui prend, là, qui se développe depuis 1 an ou 2. On a de plus en plus de vélos, de plus en plus de gens qui font de la trottinette, et voilà, en tout cas qui favorisent un petit peu plus ces mobilités-là. Et donc, pour pouvoir encourager, on va dire, cet élan, il va nous falloir aussi inciter par des espaces qui sont plus conviviaux, plus agréables, plus rythmés aussi. Parce que le problème aussi des rues tuyaux à circulation, c'est que, en fait, elles sont très linéaires, partout pareil. Elles n'ont pas de rythme. Donc, ce n'est pas des rues marchables. Plus on aura un rythme rapproché, plus ce sera à l'échelle du piéton, et plus on aura envie de se promener et de marcher dedans. Une autre piste de réflexion, c'est le partage frontal, c'est-à-dire que la rue, ce n'est pas uniquement quelque chose de linéaire, mais ça va de façade à façade, avec des usages différents. Il va y avoir des usages de circulation, certes, donc avec les différents modes, on l'a vu, mais aussi des usages de marche, de jeu, en tout cas, la possibilité vraiment de vivre cet espace comme étant la continuité de notre espace d'habitat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le considère comme un lieu de circulation d'un point à un autre, alors que ça peut être quelque chose, un partage entre riverains et entre riverains et passants. L'espace de la rue, c'est le complément des maisons qui peuvent se trouver de part et d'autre de la rue. Est-ce que je suis claire ? Et donc, du coup, une des pistes, c'est que cet interstice entre l'espace privé et l'espace hyper public de circulation devienne un entre-deux. Que ce soit, c'est ce qu'on appelle les frontages, un frontage public, un frontage privé ou un frontage partagé. En tout cas, qu'on propose sur le devant un espace qui nous appartient, mais dont d'autres peuvent bénéficier, soit en marchant dans la rue, en passant, ça va nous rythmer en fait notre pas, soit pour s'arrêter, discuter dans un espace un peu moins rigide que ce qu'on peut avoir dans une rue très passante. Quand vous dites l'espace qui vous appartient, c'est l'espace privé? Alors si l'espace est privé, c'est un espace privé entretenu par... La difficulté qu'on a déjà pour le trottoir, mon trottoir, voilà, qui est le trottoir. Alors c'est vrai que du coup, ça cristallise un peu moins aussi la limite franche de propriété. Ces exemples-là que j'ai mis, alors celui-là il n'est pas en France, mais les autres ils ne sont pas bien loin. Hein. Ceux-là, ça c'est Mont-Saint-Vincent. Et puis ici c'est en Saône-et-Loire.
En tout cas, ça permet de trouver une perméabilité entre des espaces plus naturels et vraiment l'habitat. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, il y a l'idée aussi de mutualiser, de créer des lieux communs, multiples. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de tiers-lieux, mais il y a aussi des lieux qui permettent d'avoir différentes activités sans que ce soit forcément des tiers-lieux. En fait, c'est des lieux qui vont permettre à la fois de limiter justement les distances entre plusieurs activités, de mutualiser certains espaces potentiellement. Les tiers-lieux, c'est vraiment, on va dire, un mouvement qui ajoute en fait à ces espaces mutualisés et partagés une notion de participation citoyenne active, voire de montage d'impulse, enfin, comment on peut dire, d'élan qui sont créés justement par les citoyens. En tout cas, la plupart du temps, c'est quand même essentiellement des lieux de partage, des lieux communs, des lieux de rencontre, et qui impulsent souvent des dynamiques de projets sur les collectivités. L'avantage, c'est qu'on a un lieu assez facilement identifiable et où on va pouvoir développer différentes choses. Alors, on a des lieux qui vont être dédiés, par exemple, à la production locale, d'autres qui vont être dédiés plutôt à la culture. Voilà, en tout cas, c'est mutualiser des espaces pour des activités différentes qui peuvent se développer. Après, on n'a pas forcément une thématique sur un lieu comme celui-là. On peut avoir des activités différentes, avoir à la fois le dépôt de pain, mais la bibliothèque et le petit café. En tout cas, c'est se dire que sur un lieu, sur un même lieu, on va avoir la possibilité de faire des choses très différentes, voire de s'investir de manière différente. Et donc, on en a parlé un petit peu avant sur l'habitat, notamment. On va essayer aussi de conserver, voire de redensifier, voire de simplement sauvegarder, en tout cas préserver, les connexions entre les différents espaces de nature, pour garantir vraiment à la biodiversité d'être fonctionnelle en fait, d'être continue. Donc on va essayer de conserver des réseaux de mares, de haies, de berges, et puis vraiment regarder ça comme une continuité de réservoirs propices à renforcer la biodiversité. Donc ça va passer notamment par la préservation du sol, comme naturel, mais aussi de l'eau. C'est vraiment les deux grands éléments auxquels il faut porter attention. Donc ça, on va le trouver à la fois à travers le réseau de mares, le réseau de haies, mais on va aussi le trouver par exemple à travers le réseau de jardins partagés, en ville ou dans les bourgs. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais la gestion des eaux pluviales, l'imperméabilisation des sols reste aujourd'hui une préoccupation, une vraie préoccupation. Bon, il y en a eu un épisode, donc il y a 2 jours, de gros orages, et on a bien vu que les eaux avaient une tendance quand même à ruisseler énormément, parce qu'en fait, elles ne peuvent plus s'infiltrer suffisamment là où elles tombent. Donc en limitant les surfaces imperméables, en évitant de continuer à imperméabiliser les sols, on va permettre cette infiltration à la parcelle
On va limiter la consommation d'espaces naturels agricoles. Et donc, on va favoriser à la fois l'infiltration sur le lieu et aussi la présence de la nature en ville ou en village. Donc on a vu un petit peu à travers les différents points qu'on a abordés juste avant, les manières qu'on peut avoir de redynamiser nos bourgs. On va, je vais faire un récapitulatif très très succinct, hein, mais on va essayer de réapprendre à vivre ensemble, re-questionner nos manières d'habiter le territoire. Quand je dis habiter le territoire, c'est pas que la maison, hein, c'est vraiment la manière dont on va se projeter sur des terres à bâtir, sur des bâtiments à rénover, avec toujours en tête cette notion de juste ce dont on a besoin, la frugalité, sans essayer de trop continuer à s'étaler, à consommer un bien commun en fait. Après, ces éléments-là, ils ne pourront pas se faire non plus, en tout cas ils ne pourront pas favoriser, on va dire, la dynamique du territoire sans un travail aussi sur l'identité vraiment des lieux dans lesquels on habite. Cette identité qui est marquée à la fois par le territoire de bocage qu'on a vu tout à l'heure, l'habitat qui est sobre, simple, mais quand même fait de détails qui animent et caractérisent vraiment nos lieux d'habitat. Des paysages qui sont à la fois des paysages très ruraux, mais aussi des paysages urbains et industriels, en tout cas post-industriels. Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même la question qui se pose de comment réaffirmer une identité sur ces bases-là, puisque c'est quand même une identité très forte. Comment réaffirmer une identité ou en inventer une nouvelle tout en respectant ces lieux où on habite. Donc à travers ces différentes pistes-là, on a vu qu'il n'y avait pas qu'un axe, hein, on peut en privilégier plusieurs. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est quand même toujours de s'inscrire dans une démarche globale. Ne pas penser uniquement au bâtiment ou uniquement à sa parcelle, ou en tout cas s'inscrire vraiment dans une réflexion un petit peu plus large. Et puis, la gestion, l'idée de gestion collective du bien commun, en faisant en fait culture commune de principes, de manières de faire, en tout cas en essayant de s'entendre sur la nécessité de ménager les lieux où on habite, où on s'implante, et de continuer à évoluer sans trop hypothéquer ces lieux et ces ressources, semble aujourd'hui vraiment nécessaire pour pouvoir continuer à profiter de notre territoire support. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de voir à travers quelques exemples sur la communauté urbaine, à moins que vous ayez envie qu'on discute et puis qu'on illustre en fonction des discussions. Qu'est-ce que vous préférez? La question, Virginie, c'est qu'on peut partager un peu cette projection, ces perspectives, mais on veut bien que quand on est trop prescriptif, on ne fait pas des réunions. Quand on est trop un peu philosophique, etc., de la même façon, on n'avance pas. Peut-être déjà il y a des élus dans la salle, donc c'est très bien qu'on a déjà partagé en tant qu'élu aménageur de l'espace public ou en ayant des contacts avec des opérateurs qui ne soient pas vous,
fasse quelque chose qu'on vit tous les jours dans la cité HLM, en fait. Il y a les chemins de béton, l'espace vert. Quand vous êtes devant des pavillons, quand vous n'avez même pas de mur, on vous dit mais qu'est-ce que c'est ce travail? Ton portail n'est jamais fermé, et tu n'as pas fermé ta propriété. Vous voyez, je force un peu. Et l'instinct de propriété en France, c'est d'avoir poussé au pavillonnaire. Je vis dans notre pavillon. J'ai trop d'air, c'est pas normal. Les haies sortent dans tous les sens, et j'ai des oiseaux, effectivement. Et puis voilà, j'ai pas cette notion, je parle de femmes, mais il y a d'autres aussi, où j'ai pas cet instinct de propriété à vouloir me fermer, me cacher, etc. Donc, et on sait très bien, vous savez mieux que moi, que quand on fait un PMU, on en a rien à foutre. Quand on vient voir le maire, je ne veux pas d'études de ces couleurs-là, j'en ai rien à faire de préserver la façade de la cité minière. Les barrières, moi je préfère des tuyas. Voilà, donc il faut vous dire que culturellement, il faut. Je ne vois pas que le mauvais côté des choses, mais quand même. Voilà. Je partage certains commentaires. Tu sais bien que dans le cas du conseil au particulier, nous on voit tous les jours en fait des gens qui viennent nous demander pourquoi je ne peux pas faire ma maison verte, quoi. Enfin, j'exagère aussi, mais moi je crois quand même au partage de nos convictions et au fait d'essayer de faire culture commune. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important. Et toujours essayer d'être dans la pédagogie. La pédagogie, c'est pas que pour les enfants. Je pense que c'est vraiment pour tout le monde. Et en partageant, en fait, ce chemin-là, il va être long, mais on va y arriver. Si on baisse les bras avant d'avoir commencé, on n'ira nulle part. On se rend bien compte avec les éléments de constat qui sont des éléments factuels d'aujourd'hui, qu'on ne peut pas continuer dans cette direction. C'est pas possible. Après, on aura toujours des gens qui ne veulent pas aller dans ce sens-là. C'est leur droit. N'empêche qu'on pourra quand même toujours essayer de leur expliquer notre manière de penser. Chacun vit dans un monde différent. N'empêche que ce monde-là, on est obligé de le partager. Et donc, à partir de là, la cohabitation, qu'elle soit proche ou lointaine, elle est obligatoire. Et si on veut continuer à pouvoir profiter de notre territoire support, on n'aura pas le choix. Il y a un moment donné, il va falloir changer nos manières de faire. Bien sûr, bien sûr. Mais comme on remet en cause plein d'autres choses, par exemple dans le bâti ancien, moi quand j'ai commencé à exercer, l'idée c'était d'isoler à tout va, quel que soit le matériau. Maintenant on sait que c'était une grosse connerie, on ne peut pas le dire autrement. On peut continuer d'isoler, mais pas n'importe comment, pas avec n'importe quel matériau. On apprend de nos expériences. Et ce qu'on propose aujourd'hui pour avancer, c'est encore une fois une expérimentation. La difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est que on peut que faire le constat qu'il faut qu'on évolue et qu'on change, sauf que on n'a pas de voie toute tracée. Il va falloir qu'on innove, qu'on imagine et qu'on essaye, qu'on expérimente ensemble. Et après, peut-être que dans 10-20 ans, on se dira que c'était une connerie. Mais n'empêche que le principe de la sobriété, on y sera obligé. Donc, il va falloir qu'on trouve des manières d'inventer autrement. Des manières de faire autrement. En tout cas, nos réflexes aujourd'hui, nos réflexes et nos manières de faire ne peuvent pas perdurer. Si, on peut continuer, mais on sait qu'on va droit dans le mur. Et pour nous, et pour les autres.
Alors, ce ne sera pas pour nous, hein, ce sera pour... Mais n'empêche qu'on peut peut-être leur préparer une suite un peu meilleure. Mais on apprend de nos expériences. Et puis on fait en fonction aussi de nos contextes sociaux. N'empêche que on se rend bien compte que ces tendances-là, ces constats-là qu'on a fait sur la CUCM de manière factuelle, c'est des choses qu'on peut observer partout. Vraiment partout. Je vous dis, faites le petit exercice sur le site d'IGN de comparatif. J'arrive bien à trouver le mot. De comparatif entre 1954 et aujourd'hui. C'est hallucinant. Et il y a vraiment des territoires où ça fait flipper. Hein. Voilà, bon, j'ai plombé la soirée. Alors non, parce qu'il y en a qui commencent à y réfléchir. Donc, j'avais envie en fait de finir sur des exemples qu'on a pu relever sur la CUCM, qui ne sont pas forcément des exemples à prendre à tout va. Il n'y a pas de projet exemplaire, on va dire, qui reprend toutes ces choses-là. Mais il y en a qui expérimentent déjà des pistes dans ce qu'on a pu voir. Et en tout cas, ça permet de voir qu'il y a quand même déjà des choses qui se font, sans le savoir, qui vont plutôt dans le bon sens. Est-ce que, on parle du territoire de la communauté, je suis trop, dedans, mais est-ce que c'est aussi simple que ça à l'échelle d'une communauté urbaine? Je vois bien que conjuguer des développements économiques, l'aménagement des bourgs, le pouvoir pour les maires de faire aussi ce qu'ils veulent, ou de demander à la communauté, etc. Et je ne suis pas sûr que les collègues ici aient la même réflexion à 34 maires, qu'on ait à la fin un compromis pour dire qu'il faut qu'on arrête, qu'il faut fasse mieux. Parce qu'on a tous des obligations de répondre à des besoins d'école, on a des besoins industriels de zones parce qu'on en a vu, etc. Et bien justement, continuer à artificialiser les sols en continuant à se dire qu'il y a des zones qu'il va falloir lâcher pour bâtir, ça on peut arrêter de le faire. On peut décider que sur ce territoire-là, on n'ouvre plus de zones agricoles à l'urbanisation. Mais que par contre, on va essayer de mettre en place d'autres manières de faire. Il faut qu'on les imagine aujourd'hui ensemble pour continuer à proposer à des habitants de venir. Parce qu'effectivement, on a des écoles à faire vivre, on voit que sur les territoires un peu innovants, en général, la densification et la mutualisation des services, etc., va plutôt dans le sens d'une dynamique positive, et notamment au niveau des habitants. C'est-à-dire au niveau aussi du rééquilibrage de l'intergénérationnel, de l'équilibrage de la pyramide des âges. Parce qu'en fait, dans nos territoires, quand on laisse partir des zones à bâtir où les gens viennent s'implanter, en fait, souvent, ils restent pendant hyper longtemps. Je ne dis pas que quand on est plus densifié, on reste moins longtemps, hein, mais en mixant aussi sur du locatif, en travaillant sur les parcours résidentiels, on va, et on sait qu'en travaillant sur les parcours résidentiels, et notamment sur les jeunes ménages et les personnes âgées, on va permettre de renouveler l'habitat, qui est l'habitat justement aujourd'hui pavillonnaire, etc., en proposant d'autres types de logements dans le parcours résidentiel, en libérant ces logements-là pour des familles notamment. Et donc du coup, sur des territoires qui ont ces réflexions-là, on voit que les écoles, elles se maintiennent, il n'y a pas de souci. Parce que la réponse au parcours résidentiel, donc c'est vraiment la réflexion, pas uniquement sur créer de l'habitat
dans le modèle qu'on fait aujourd'hui, mais vraiment réfléchir sur je nais, je meurs, et comment je vais habiter mon territoire entre ces deux points-là. On n'a pas les mêmes besoins au début et à la fin, ni au milieu, et donc du coup il faut pouvoir proposer des habitats différents. Mais pas que les habitats, c'est-à-dire que l'habitat il est aussi ancré dans son contexte. Si tu as de l'habitat pour personnes âgées à 10 km du lieu où tu trouves la pharmacie, le médecin, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que la mobilité n'est plus la même. Donc, justement, par contre, la personne qui est à 3 km du bourg et qui, à un moment donné, a une grande maison avec une grande parcelle et commence à être vieillissant, cette personne-là, en plus, régulièrement, elle se retrouve à un moment donné seule. Elle va apprécier d'être plus proche du bourg et de pouvoir trouver un ensemble de services pas trop loin de chez elle pour ne pas solliciter tout le temps quelqu'un et être maintenue à domicile le plus longtemps possible. Ça fait partie du parcours résidentiel entre le moment où on est et le moment où on meurt. C'est la réalité de tous. C'est difficilement perceptible dans le sommeil. Pour C'est difficilement perceptible, même par les personnes, quand on est oui. dans sa maison. On est d'accord. Ouais. Il faudrait avoir le réflexe d'aller très tôt prendre quelque chose d'autre, plus confortable, etc. Mais c'est pas... Souvent, ça se fait par nécessité aujourd'hui. La démarche n'est pas facile. Parce qu'on est encore dans cette culture-là. Quand je parle de faire culture commune, c'est pas à l'échelle de aujourd'hui pour demain, c'est à l'échelle d'une génération. C'est des pratiques et des habitudes qui vont se faire petit à petit. En tout cas, c'est des pierres qu'on commence à mettre à l'édifice. Mais on est d'accord, hein, souvent, c'est des choses qui ne se font aujourd'hui que par nécessité. Malheureusement. Mais ça évolue. Ça a fait son chemin, je pense. On regarde avant de se prendre qu'il n'y ait plus d'électricité et que... Donc quand je parlais de sanctuariser les terres non bâties qui ont une utilité sociale et environnementale, donc c'est pour différencier de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut construire dans le jardin si ce n'est pas un lieu qui a une utilité réelle, soit sociale, soit environnementale. Voilà. Donc là, j'ai fait un peu exprès, parce que c'était le côté sanctuarisé, je vous ai mis un jardin du souvenir. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, les cimetières font partie, notamment, de lieux qui sont complètement artificialisés, qui ne sont pas bâtis réellement, et dans lesquels on peut ramener un petit peu de nature, de végétation, et en tout cas moins de produits toxiques. Voilà. Ah bah oui, mais c'est pareil, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça, l'interdiction de pesticides, elle date de quand? Donc c'est tout nouveau. Il ne faut pas vouloir demander à tout le monde d'aller plus vite que la musique. C'est quelque chose, enfin on le sait tous, hein, dans nos changements d'habitude, on est tous un peu lents. Alors il y en a qui sont plus rapides que d'autres sur certains sujets, mais on a tous du mal à changer nos manières de faire, nos habitudes, etc. Donc c'est vrai, hein, les cimetières en plus, ça cristallise beaucoup de choses. Ça, on est entièrement d'accord. Mais voilà, ça fait partie quand même des lieux, on va dire, qui sont... Alors, nous au CAE, ça fait 2-3 ans, on en voit des tonnes de cimetières qu'il faut justement revégétaliser, rapporter. Et comme c'est des lieux relativement calmes, on sait que c'est aussi des lieux propices au développement d'une grande biodiversité. Voilà. Donc, raison de plus d'y participer en remettant plus de l'herbe, des végétaux, des arbustes, voire des arbres pour favoriser ça.
On a aussi, alors à chaque fois, je vous ai mis une seule image, mais j'ai essayé de voir un petit peu les différents projets auxquels je pensais. On a des collectivités aussi qui font des diagnostics biodiversité, ce qui permet aussi de mieux cibler vraiment les actions, les manques, où est-ce qu'il faut renforcer certaines trames, où est-ce qu'il y a la possibilité de conserver, ou en tout cas il faut porter une attention parce qu'il y a discontinuité. En tout cas, voilà, un diagnostic vraiment, Sandrine, je crois que vous l'avez fait, hein. Ou c'est à l'échelle de la CCM? Non, c'est à l'échelle de Sandrine. C'est Sandrine, hein. Voilà. Et donc ça permet quand même d'avoir un regard justement sur vraiment sur la manière dont la biodiversité est installée sur le territoire ou pas. On a aussi des communes qui vont essayer de préserver leur forêt, notamment à Saint-Cernin, avec une forêt qui a assez peu évolué depuis un certain nombre d'années, enfin même des décennies. On a des zones humides qui sont aménagées et qui permettent de préserver des espaces naturels sensibles ou autres, comme par exemple encore à Saint-Cernin d'ailleurs, Fontaine-Sainte, et puis on a au Pont des Morans aussi, on a eu tout un travail qui permet aussi de découvrir cette biodiversité, parce que finalement on s'est aussi beaucoup coupé de ça, et voilà, la pédagogie c'est aussi réapprendre ce que c'est et ce que ça comprend en fait. Voilà. Je vais enchaîner parce que c'est vrai qu'il commence à se faire tard. Sur la réhabilitation et la restructuration, je vous ai montré tout à l'heure un petit projet qui avait lieu à Marmagne où on avait en fait des arrière-cours et du bâtiment vacant sur la rue qui était abandonné, et derrière des jardins qui n'étaient plus occupés. Donc la collectivité a racheté et réhabilité en logement les bâtiments sur rue et a densifié en construisant des habitats haute performance sur l'arrière. Donc ça permet de densifier. On a le site de Sans Souci qui est en photo, qui se trouve au Creusot, qui était en fait sur une zone qui était une friche en fait, et donc qui a été bâtie sur une lisière. De l'autre côté, on a la rue avec les garages, et puis sur le devant, côté rue, on a tout un espace planté qui profite en fait à l'ensemble des logements. Et puis bien sûr, il y a la grande rénovation urbaine du cœur de ville de Torcy qui est en cours. Et là, il y a un sacré boulot à faire, et ça va pareil. Ils ont fait petit à petit, commencé à racheter un magasin, puis 2, puis 3, et puis voilà, c'est des projets à l'échelle de la ville qui ne peuvent pas se faire en 2, 3 ans, ni 10 ans. C'est souvent à une échelle beaucoup plus importante, en tout cas sur des temporalités bien plus importantes. On a les ateliers du jour que je vous ai montré tout à l'heure, et puis au-delà des ateliers du jour, on a tout le quartier des équipages qui a été quand même complètement transformé. C'était des friches industrielles. Donc là, on fait la ville sur la ville. Alors avec des choses positives, des choses moins positives, notamment au niveau du traitement des espaces publics. On a des zones qui sont complètement enrobées, d'autres qui sont en herbe. On a un panel en fait presque de plein de choses qui peuvent se faire sur ce lieu-là. En tout cas, c'est un lieu, je pense, d'expérimentation aussi, pour voir comment on pouvait faire autrement, des zones de stationnement importantes, la mutualisation aussi de ces espaces de stationnement, parce qu'au début on n'avait qu'un équipement, mais maintenant on a plein de choses autour. Donc comment ça se passe? En tout cas, on a des grandes surfaces de stationnement, mais elles ne servent pas à un seul truc, elles servent à plein de trucs autour. Et puis on a des bourgs qui achètent du patrimoine ancien aussi, qu'ils sentent comme ayant une forte valeur patrimoniale et qu'ils ne voudraient pas forcément voir partir. N'importe comment. Entre autres, voilà. Donc il y a la Trèche à Saint-Vigne. Alors la Trèche à Saint-Vigne, en plus, il va répondre au côté mutualisation, bien commun. Il y a tellement d'activités qui vont se développer sur ce lieu-là qu'on va avoir aussi ce côté-là.
Vous savez, d'autres auraient pu faire d'autres choix. Une salle des fêtes, Bien sûr. Ancien. Ouais, ouais. On aurait pu très bien dire La faire ailleurs, ouais. faire ailleurs, et puis laisser partir de ce domaine à Tout à fait. riche. Et peut-être ça aurait aussi été bien, on ne sait pas. À Saint-Cernin, par exemple, ils ont racheté le prieuré, ils ont mis la mairie dedans, et puis ils ont fait un jeu de pouce-pouce. Après, sur l'ensemble des équipements, ils n'ont pas fini d'y réfléchir d'ailleurs. Il y a encore du boulot. À Marigny aussi, ils réfléchissent sur leur cœur de bourg, parce que à Marigny, c'est tellement petit que si le cœur de bourg, qui est vraiment un petit joyau, s'il part, en tout cas s'il est transformé de manière radicale, ça peut complètement modifier le caractère du village. Densifier en renforçant la présence du végétal, c'est aussi se dire qu'on va incorporer des espaces en cœur de ville ou de village. On a à Percy où ils ont retravaillé tout le pourtour du prieuré avec un verger conservatoire, un parc. C'est pareil, le parc n'était plus entretenu avant, donc il a été retravaillé. Là, on a le verger conservatoire de Saint-Cernin. On peut avoir aussi des expérimentations de plantation justement en pied de mur devant les riverains avec une charte d'entretien, etc. Donc ça, c'est des choses aussi que le CAUE propose. On l'a fait aussi à Nanton, sur la côte chalonnaise, enfin Sensé par là. Là, ça a été fait à Saint-Cernin l'année dernière. Voilà, c'est des choses qui se multiplient, on le sent bien. Développer des services de proximité de première nécessité, mais aussi en jouant la carte de la qualité du local, notamment avec tous les marchés de producteurs qui prolifèrent. Avant, il y avait des producteurs qui avaient du mal à s'ancrer dans des lieux. Là, on sent que ça se développe quand même et que ça devient un peu plus pérenne. Alors, la crise sanitaire a dû y faire un peu aussi, parce que voilà, ça permettait aussi de reprendre d'autres habitudes. Mais à Sanvine, ça marche pas trop mal. À Blanzy, ils pérennisent aussi. À Marigny, ils pérennisent. En tout cas, on voit qu'à l'échelle de la CCM, c'est quelque chose qui prend bien. Les maisons médicales aussi qui fleurissent, mais qui permettent aussi d'avoir des lieux vraiment identifiés sur la santé. On peut aussi imaginer de développer redévelopper des commerces ambulants ou autres pour des zones qui sont peut-être moins desservies ou en tout cas plus éloignées des bourgs. Voilà, c'est des éléments, par exemple, à Ciry, ils ont joué la carte du petit commerce local, impulsé par la mairie, et puis qui ne fait pas que épicerie, qui fait aussi un peu bistrot, qui a plusieurs activités. Développer des lieux de partage et d'animation. Je vous ai mis le musée de la ligne de démarcation, parce qu'au début c'était uniquement un musée, puis en fait il a évolué, maintenant il y a la bibliothèque, c'est aussi le lieu d'animation qui propose des manifestations un peu plus conviviales. On a aussi la Trèche, on a aussi les ateliers du jour, en tout cas c'est des lieux qui vont drainer des activités très différentes. L'aménagement des espaces publics en espaces partagés pour développer les mobilités actives. Donc tout à l'heure, je vous ai montré le boulevard du 8 mai de Torcy, donc je vous le remontre autrement. En tout cas, avec le travail sur l'esplanade, qui va devenir, je pense, à terme, un vrai lieu, on va dire, commun pour toute la collectivité. Et puis le développement de ces espaces de circulation pour les vélos et les piétons qui prennent beaucoup plus de place que la voiture, ce qui est quand même pas mal pour pouvoir déambuler. Donc là, il n'y avait personne, je n'ai pas pris la photo à un moment, mais c'était encore en travaux. Et puis bien sûr le développement des activités touristiques qui vont permettre aussi d'apporter une dynamique qui n'est pas que locale. Par exemple, à Genlard, ils avaient réhabilité l'ancienne maison éclusière en gîte de groupe. Voilà, c'est quelque chose qui leur apporte, même si la maison éclusière est un peu à l'extérieur, qui leur apporte aussi une activité avec la tranchée du canal, etc. C'est vraiment une réflexion globale. Là, à Saint-Cernin, il y a effectivement le développement des balades qui va avec la réflexion, la revalorisation du restaurant du château.
En tout cas, la collectivité s'est dit, pour conserver nos restaurateurs qui nous amènent du monde ici, à un moment donné, il faut qu'on propose un outil de travail important, intéressant. Voilà, on a le contrat canal qui a réaménagé le port, etc. Tout ça, ça va favoriser aussi ces échanges avec des personnes extérieures au territoire. Donc, simplement pour rappel, pour pouvoir participer à cette dynamique des territoires, ça ne va pas passer uniquement par un axe, il va falloir vraiment avoir une démarche globale. Et puis, la dimension participative, je pense, est un élément vraiment important. On va essayer de le mettre en place à Sanvignes. On l'a déjà fait ponctuellement sur d'autres opérations. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on tienne compte du citoyen qui est une vraie force vive sur un territoire et qui, quelquefois, on le voit bien, parle des intérêts des élections, quelquefois se sent déconnecté de la gestion de son territoire, de la vie publique en tout cas. Voilà. Merci.